C'est 60 ans d'histoire au cœur de l'histoire. Donc la fierté qu'il y a dans ces 60 ans de BRI, c'est 60 ans d'histoire de police, avec des grandes affaires qui sont connues, que ce soit Mesrine. Qui a frappé les esprits, dont on a parlé encore pendant des années et des années. C'était un peu la BRI historique. Voilà. Le malfaiteur le plus recherché de France est tombé dans un piège. Dans les années 70, donc j'étais très petit, et donc quand la neutralisation de Mesrine a eu lieu, par hasard, moi je me trouvais à proximité de la place de Clignancourt, chez des amis de mes parents. Jacques Mesrine a été abattu par des policiers porte de Clignancourt à Paris. Jacques Mesrine, l'ennemi public numéro 1, est abattu par la police au volant de sa voiture. J'ai entendu le bruit, les coups de feu, tout ce qui s'est passé ce jour-là. Surpris, Mesrine tente d'ouvrir la portière, passe la tête, tente de sortir une arme. La fusillade se déclenche immédiatement, elle est sans merci. Il y avait les deux services OCRB et BRI. Les 19 balles mortelles sont celles de l'OCRB, Office de répression du banditisme, de la BRI, Brigade anti-gang. Peut-être que l'idée de rentrer à la BRI a germé à ce moment-là dans mon esprit. Si on revient sur un moment très ancien, la prise d'otage de l'ambassade d'Irak, moi c'est celui-là qui m'a le plus marqué. Ouais. Il était 16h28 très exactement lorsque les hommes de la brigade anti-gang avec le commissaire Broussard ont été à l'intérieur des locaux de l'ambassade d'Irak où le terroriste, un Palestinien qui était seul, on le sait maintenant, souhaitait se rendre. Où malheureusement, un inspecteur Capella, est décédé lors de l'échange de coups de feu. Les policiers pensaient que le danger venait des malfaiteurs. En fait, ce sont les gardes de l'ambassade qui ont ouvert le feu sur les hommes de la brigade anti-gang et de la police judiciaire. On allait obtenir la reddition du terroriste. Alors je crois que là, pour des raisons qui m'échappent, ils ont voulu faire justice eux-mêmes. Mais ils ont tiré vraiment dans le tas, c'est-à-dire sur le terroriste et sur les policiers qui l'encadraient. Et j'ai été sauvé grâce à la présence d'esprit d'un de mes hommes qui l'a abattu. Et ils ont tiré sur M. Broussard, sur M. Taviolis, tous les policiers, tous les gens qui étaient là. L'enlèvement du baron Ampin. Dans les quartiers huppés de la capitale, une affaire criminelle hors norme. Le banquier Mallet, enfin des dizaines d'affaires judiciaires. On a eu la chance d'en vivre beaucoup, puisqu'on était venu pour ça. Là, on passait du braquage, on passait du droit commun au terrorisme. Et le terrorisme, c'est une autre histoire, c'est pas du tout la même chose. Et c'est l'époque où Action Directe est ressorti de prison et a commencé à foutre des bombes un peu partout dans Paris. Et là, il a fallu traquer Action Directe. Un joli coup de filet pour la police qui est parvenue à arrêter hier soir 8 personnes soupçonnées d'appartenir au mouvement d'extrême gauche Action Directe. Avec la brigade criminelle au travers de sa section antiterroriste, nos camarades des renseignements généraux. Fini par arrêter un membre très actif d'Action Directe, qui s'appelle le Régis Schleicher, au Pontet à Avignon. Nous voilà toute la BRI, une grande partie de la BRI au Pontet à Avignon. Après une longue filature, c'est une filature qui nous a mené de Paris, en passant par Strasbourg, en allant en Allemagne, on est repassé par Paris, et on a atterri à Marseille, puis au Pontet. Ça a duré une quinzaine de jours. On n'a rien, on n'a pas de brosse à dents, on n'a que dalle. Enfin, c'était le système des merdes complet. Enfin, c'est la filature la plus longue que j'ai jamais faite. L'affaire qui m'a le plus marqué, c'est une affaire en 1993, l'affaire Human Bomb. Human Bomb est un homme qui avait pris en otage des enfants de 3 ans à la maternelle de Neuilly. Un homme a pris en otage les enfants d'une classe maternelle. Le preneur d'otage exige une somme de 100 millions de francs. L'homme, revolver en main, affirme avoir une bombe. Donc l'idée, c'était... le RAID s'occupait de l'intérieur de l'école et nous, s'il venait à sortir, on assurait sa filature et on essayait de le neutraliser dans les meilleures conditions possibles. J'étais à l'intérieur de l'école au moment où il a été neutralisé. Je vous assure que c'était un soulagement énorme parce qu'on sentait que la tension montait, que ce garçon, Eric Schmitt, était de plus en plus fatigué, de plus en plus nerveux. On savait que les explosifs qu'il avait étaient de vrais explosifs. Il avait commis un attentat quelques jours avant pour bien montrer qu'il était capable de s'en servir. Il pouvait tout faire péter d'une seconde à l'autre. Il y avait encore 6 enfants dans la classe. Je vous assure que c'est des moments extrêmement intenses. Fin du cauchemar pour les 6 enfants et leur maîtresse retenus en otage pendant 46 heures à Neuilly-sur-Seine, libérés à 7h25 ce matin par les policiers du RAID qui ont tué le preneur d'otages. En tout cas, j'ai participé à la résolution de plus de
30 prises d'otages. Ça a commencé par le consulat de Turquie, c'était en 82, je crois. Et puis ça s'est fini quand j'ai quitté la BRI. Ça avait quand même pas mal. Et sur ces 31 ou 32 affaires, je crois, il y en a 30 qui sont bien résolues par la reddition du preneur d'otages. Il y en a 2, il y a Eric Schmitt et puis une autre d'Estival. Il a fallu abattre le preneur d'otages parce que c'était la seule solution. Vous avez des affaires de pur banditisme qui sont tout à fait incroyables, où on a rencontré des bandits de grand chemin, et je pense par exemple à Jean-Claude Poteau en 1994, qui fait une attaque de fourgon blindé avec des complices où les phases d'interpellation se sont déroulées en 5 épisodes, et ce sont 5 épisodes où nous avons échangé des coups de feu avec lui. À la petite Zetterberg, cette jeune Suédoise. Sortie d'une boîte de nuit, Susanna, étudiante suédoise de 19 ans, monte dans un taxi clandestin. Une course bien longue, un taxi bizarre. Qui est retrouvé à moitié brûlé dans une forêt du côté de Compiègne, après avoir été enlevé et violé par Bruno Cholet, un faux chauffeur de taxi. Donc à cette époque-là, on travaillait pour la brigade criminelle, en l'occurrence. Et effectivement, c'est particulièrement sensible, ça nous a tous laissé des traces. Me vient à l'esprit une affaire de 2012, c'est l'affaire des frères Lascar. 6 heures ce matin, des jumeaux de 60 ans se rendent chez leur frère dans le 17e arrondissement parisien. L'un d'eux tire sur la porte d'entrée, immédiatement la police est alertée. Elle fait appel à la BRI, la brigade dédiée aux interventions délicates. Qui avait une collection de plus de 50 fusils d'assaut, et notamment des armes antimatérielles, donc d'une puissance redoutable. Au départ, c'est simplement une assistance à domicile pour interpeller un individu ou 2 individus qui ont fait usage d'une arme à feu. L'intelligence situationnelle, finalement, qui est une force d'un opérateur à la BRI, va nous conduire à ne pas pénétrer dans les lieux immédiatement, et bien nous en prendre ailleurs, parce qu'en fait, c'eût été catastrophique, puisqu'on était attendu avec un guet-apens à l'intérieur, avec un armement extrêmement puissant. Beaucoup d'armes, d'épaules et d'armes lourdes et longues avec lesquelles vraisemblablement il s'apprêtait à tenir un siège s'il n'avait pas été blessé par le tir de riposte de fonctionnaires. Et finalement de tenter une négociation qui conduira d'ailleurs à ce que l'un des frères fasse usage de son arme sur la voie publique, qui conduira d'ailleurs à la riposte des opérateurs de la BRI et au fait que l'un des frères sera grièvement blessé et finira par se suicider. Et puis des interventions très connues, dont l'une des dernières les plus spectaculaires est particulièrement forte, qui est celle du Bataclan. Les événements de 2015 ne sont pas arrivés d'un seul coup. Il y a eu d'abord une certaine montée en puissance parce que la menace terroriste a commencé à poindre en 2014. Avec une sensibilisation des services, y compris de la BRI. Tout a commencé en réalité avec l'attentat de Charlie Hebdo. En fin de matinée, 3 hommes ont attaqué le siège du journal. Le récit de cette matinée par Jérôme Ravi. Il est 11h30 ce matin, quand des individus cagoulés et lourdement armés pénètrent au siège de Charlie Hebdo dans le 11e arrondissement de Paris. Et dans les 3 jours qu'on suivit, on a participé à la traque des frères Kouachi, qui s'est soldée par l'assaut de l'hypercachère. Amédi Koulibaly est tué, les otages enfin libérés. Voilà, ça c'est vraiment le premier acte de cette période. Les gens ont oublié, mais Koulibaly avait des explosifs, avait une quarantaine de bâtons d'explosifs qui rendaient l'intervention particulièrement difficile, parce que si ça avait explosé, tous les intervenants auraient été tués. Une intervention comme Vincennes, c'était une intervention qu'on faisait une fois dans sa carrière. Et ben non, on en a refait une en novembre. Il est 22h15 vendredi soir. Les hommes de la BRI pénètrent dans le Bataclan. Sur le Bataclan, il y a quand même eu un gros travail de préparation en amont, comme je vous disais, pour faciliter l'intervention, et en particulier la création de la force d'intervention rapide. C'est-à-dire que les collègues aujourd'hui rentrent chez eux, ceux qui sont d'alerte, avec leur matériel. C'est un lourd tribut, parce que il faut ramener chez soi un gilet lourd, une arme longue, voilà, ce qui permet de partir de chez soi pour aller directement sur le lieu d'intervention et avoir un délai contraint de 15-20 minutes maximum, ce qui a été le cas ce soir-là. On est le vendredi. Donc fin de service, donc tout le monde rentre chez lui parce que c'est le week-end. Et d'un seul coup, il y a un appel, tu as juste à dire à ta compagne, bah m'attends pas, je repars.
La première intention a été de sécuriser les lieux et de permettre aux services de secours de prendre en charge les blessés. Les brigades d'intervention de la BRI et du RAID prennent le relais, le rez-de-chaussée sécurisé. Les rescapés sortent à gare. Un médecin dans chaque colonne. J'étais personnellement le médecin de la colonne Alpha, c'est-à-dire la première colonne arrivée sur les lieux. La colonne est entrée dans le Bataclan en passant par le hall d'accueil où déjà j'ai pu constater la présence malheureusement de victimes décédées et de nombreux blessés. Donc assez rapidement, aidé d'un médecin du RAID qui est arrivé sur les lieux, nous avons organisé la prise en charge des premiers blessés. Alors l'évacuation des blessés non valides a posé d'emblée un véritable problème puisque nous n'avions aucun brancard. Et c'est là que j'ai eu l'idée d'utiliser les barrières Vauban qui étaient en très grand nombre à l'extérieur, qui avaient servi à canaliser les files d'attente. Et j'ai demandé aux policiers locaux de mettre ces barrières à l'horizontale et de s'en servir de brancard pour évacuer le plus rapidement possible le nombre de blessés très important. J'étais un des 2 négociateurs. Il y avait encore 12 otages qui étaient au premier étage du Bataclan. Donc on savait ce jour-là qu'il n'y aurait pas de reddition. Mais néanmoins, la négociation a permis de gagner du temps et d'attirer l'attention des terroristes plus sur la négociation que sur les otages. Après avoir longuement tenté de négocier avec les terroristes, les policiers donnent l'assaut. Pour être clair, c'est l'une des rares fois où j'ai vu les effectifs de cette maison. Hein, je n'étais plus, évidemment, mais vraiment marqué par des événements. Je me souviens quand j'étais venu voir les opérateurs de la BRI le lendemain du Bataclan, et en fait, ils me disaient tous la même chose. On était avec les copains, donc il n'était pas question de laisser tomber ou de se dégonfler. On était un groupe, on était ensemble, on est allés. Voilà. La police judiciaire, c'est ça, d'une manière générale, et la BRI encore plus. C'est pas un sport individuel, c'est un sport collectif. La prise d'otage de la rue d'Aligre, qui était une prise d'otage très particulière parce qu'elle a duré 17 heures. Prise d'otage interminable dans le 12e arrondissement de Paris. Les forces de l'ordre sont mobilisées et notamment la BRI. 2 femmes sont retenues par un homme armé dans un commerce. C'est la cellule négociation de la BRI. Donc on est sur des prises d'otages, des forcenés, des preneurs d'otages et on essaye d'obtenir la reddition. Laissez-les sortir toutes les 2. L'individu est menaçant, mais tant que la communication n'est pas rompue, les négociateurs savent qu'une issue non violente est encore possible. Et donc il a fallu beaucoup de patience, puisque c'était l'objectif, pour résoudre cette prise d'otage avec de la négociation. Ça se déroule jamais comme prévu. Ce type de délinquance sont des gens particulièrement prudents, et le moindre épisode qui les perturbe dans le déroulement de leur action fait qu'ils arrêtent tout. Vous vous levez le matin, vous ne savez jamais où vous serez le soir, et c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier. Quand on prépare une opération, c'est de tout préparer au maximum. C'est de laisser le moins de place possible à l'imprévu. C'est exactement comme un pilote qui fait décoller un avion. Il faut avoir une checklist. Dans une opération, il y a toujours une voiture qui passe au mauvais moment, il y a toujours un piéton qui est là alors que ce n'était pas prévu, il y a toujours... les braqueurs, on croyait qu'ils allaient braquer un centre commercial dans le 94. Ce matin-là, on ne sait pas pourquoi, c'est arrivé pour de vrai. Ils vont dans le 93, dans un autre ailleurs, et là, tout le dispositif se trouve un peu désorganisé. Et ce qui fait la force de la BRI, c'est sa capacité d'adaptation. Ce qui fait que l'entraînement est quelque chose qui est important, parce qu'il faut se sentir à l'aise avec son arme, à l'aise avec ses bras, ses poings, à l'aise avec les autres. Et la Sécu travaille arme longue et arme de poing. Ok. Donc là, on part sur de la préco. Il y a des PJ Liège. Vous les détectez et vous annoncez comme il y a. Contact. Voilà, contact, je sais que vous l'avez trouvé. Vous me dites quand c'est bon pour vous. Allez, c'est parti. C'est bon, je fais les fracs. 3, 2, 1. Voilà, top 1. Sur la gauche, je pense qu'on va progresser à droite. Ok. Je décale.
Question en gauche. Contact. Allez, Finex. Donc il faut être capable de se redimensionner pour s'adapter aux criminels, en l'occurrence, ou aux preneurs d'otages, ou aux terroristes. Qu'on est confronté à des situations tout aussi différentes les unes que les autres, tout aussi compliquées les unes que les autres, et que c'est la cohésion des groupes, c'est la cohésion des gens qui fait que ça fonctionne bien. D'être en uniforme et puis d'intervenir, il faut être capable d'être en civil et de faire de la filature. Donc ce ne sont pas les mêmes qualités, mais c'est ce qui fait toute la richesse de la BRI, c'est d'être à la fois un service d'intervention et un service de police judiciaire. Il n'y a pas d'autres services qui sont capables de faire ça. C'est deux métiers différents, la police judiciaire et l'intervention, et c'est ça qui fait notre force. Voilà, donc cette spécificité de la BRI PP doit être absolument maintenue. Et c'est ça qu'on attend de nous, voilà, à essayer d'avoir un coup d'avance. Et je crois que ce qu'a su faire la BRI collectivement, ce qu'on a tous su faire, c'est préparer finalement l'horreur absolue de 2015 pour réagir le plus efficacement possible. Et finalement, quand on voit la manière dont ont été traitées les crises majeures de 2015, je pense que le service était prêt. Avant, on était les hommes de l'ombre, on ne se faisait pas connaître, on était vraiment très discrets. Il n'y a personne qui savait qu'on était de la BRI. On s'est étoffé, on a recruté des gens, puis il y a eu l'effet, oui, effectivement, post-attentat, où tous les jeunes flicards avaient envie d'intégrer notre service, en fait. Ont eu connaissance, en tout cas, que c'était possible. Donc c'est la raison pour laquelle on a recruté beaucoup. En courant 2015-2016, on a doublé les effectifs, ce qui est quand même une étape forte, hein, parce qu'il faut trouver des candidats. En moyenne, on prenait 3-4% des gens qui se présentaient. Donc, ensuite, il a fallu les former, il a fallu rééquiper le service, inscrire une véritable exigence sur la formation, l'entraînement, puisque pour vraiment être sur le haut du spectre de l'intervention, il faut s'entraîner durement, il faut avoir les moyens aussi. Pour moi, la brigade a vraiment fait un saut technologique, un saut en matière de moyens, de ressources, qui fait que maintenant elle est absolument incontestée, non pas qu'elle l'ait pu l'être par le passé. Depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, a su en permanence évoluer pour rester ce qui se fait de meilleur. Vous pouvez être au firmament et le meilleur, si vous n'évoluez pas, en quelques années, vous êtes dépassé. Eh bien, j'avais constaté depuis un certain temps que d'autres unités étaient médicalisées, en particulier le GIGN, par les médecins du service de santé des armées, mais aussi le RAID. J'ai considéré qu'il serait nécessaire de médicaliser la BRI, ce que j'ai proposé au chef de la BRI de l'époque et au préfet de police, et c'est comme ça que cette organisation s'est montée. Chacun fait son métier, hein. Le médecin n'est pas policier, le policier n'est pas médecin. L'objectif, c'est de faire des métiers différents, mais ensemble et de façon tout à fait coordonnée et dans la plus grande confiance. Alors le rôle du médecin, c'est d'être dans la colonne d'assaut, intégré au sein de sa colonne, et sa mission, c'est d'assurer la prise en charge médicale quasi immédiate de tout policier de l'unité qui serait blessé. Alors le camion de la BRI, c'était en 90-91. On s'est aperçu que j'ai vu une intervention à Lille, au cours de laquelle un fonctionnaire de police était blessé au milieu de la rue, et personne ne pouvait aller le chercher parce que les tireurs des fenêtres tiraient sur les intervenants éventuels, sur les secouristes éventuels. Donc ce camion, je vous dis, à la suite de cette histoire, je me suis dit, mais on n'a rien, on est dépourvu, on n'a pas de véhicule qui permette d'approcher de gens qui sont en train de tirer, on est sous-équipé là. On n'avait pas non plus de gilet pare-balles, on n'avait pas de casque pare-balles. Donc j'ai demandé au cabinet du préfet, par l'intermédiaire de la direction PJ, de nous fournir des équipements, gilets pare-balles avec plaques blindées, etc., des casques pare-balles, et de faire construire un véhicule d'intervention. Ça a été bien sûr une longue négociation, parce que ça coûte cher, mais le préfet de l'époque a très bien compris que c'était nécessaire, que c'était indispensable, et on a construit ce camion, mais sans aucune référence. Donc c'est avec les services techniques, avec des sociétés spécialisées de blindage, qu'on a imaginé cet engin. Alors au début, c'était un petit truc blindé, légèrement blindé. Puis petit à petit, ça s'est alourdi. Si bien qu'on s'est retrouvé avec un engin qui pesait, je crois, 6 tonnes
et que les gens avec des permis simples ne pouvaient pas conduire. Quand il a été terminé, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de chauffeur pour ce camion. Donc il a fallu faire passer à 10 fonctionnaires de la BRI le permis poids lourd. C'était très artisanal à l'époque. C'était vraiment le système D, le système démerde, débrouille. Et il n'y a pas tellement longtemps, il servait encore, je l'ai vu sur l'hypercachère à Vincennes. Alors, une anecdote un peu amusante, c'est peut-être ma première négociation. En 2014, c'était sur un forcené qui était schizophrène. Après avoir commencé à communiquer au téléphone, ça ne fonctionnait pas. Ensuite, j'ai essayé de communiquer avec lui derrière la porte, ça ne fonctionnait pas non plus. Et donc, j'ai fini par glisser un petit mot sous la porte en me présentant, en disant voilà, je m'appelle Nicolas, je suis négociateur, je suis là pour vous aider. Et au bout d'un moment, donc, le petit mot que j'avais mis sous la porte a disparu. Il y en a un autre qui est apparu à la place. Et sur ce petit mot, il y avait marqué alerte nucléaire du satellite polaire. Donc ma négociation s'est arrêtée à ce moment-là, puisque donc ça a fait rire un petit peu tout le monde, tous les collègues, et puis on a dû intervenir pour aller chercher cette personne. On était dans cette ambiance, si vous voulez, de petite fête. Les pétards sont lancés. Il y avait 2 jeunes gardiens de la paix qui venaient d'être affectés à la gare du 36 quai des Orfèvres et qui, eux, entendant ces pétards, pensent qu'il y a une fusillade dans les locaux, montent 4 à 4 l'escalier du 36, l'arme au poing, arrivent devant la porte qui était gardée par un plus ancien qui les voit arriver avec leur 7,65 à la main et qui leur dit « Bon, les gars, calmez-vous, tout va bien, c'est la BRI qui fait une affaire. » Quand j'arrive à la BRI, au moment des vœux, je reçois un courrier d'un monsieur qui tous les ans nous écrivait pour nous remercier. En fait, c'était le banquier Mallet. Monsieur Mallet, il avait été enlevé en 77. Il avait été retenu. Il devait être tué par les malfaiteurs qui l'avaient séquestré. Et en fait, la BRI intervient. Il y a une photo extraordinaire. Il est enchaîné, comme dans un film. Il est enchaîné. Et la BRI le libère. Et il avait gardé un souvenir, à juste titre d'ailleurs, parce que la BRI lui sauve la vie. Et tous les ans, 77 jusqu'à sa mort, tous les ans, il écrivait à la BRI en nous envoyant ses vœux. Donc moi, je ne le connaissais pas et je lui répondais jusqu'au jour où il n'a plus écrit et en fait, on a appris qu'il était décédé. Je trouve que c'est une anecdote touchante. Voilà. Au mois d'août 96, 97 peut-être, une équipe de braqueurs qui faisaient des banques. Bref, on installe le dispositif et l'un des effectifs a trouvé un endroit assez incroyable pour surveiller, qui était un magasin de lingerie, qui était face légèrement décalé de la banque, et il a pris la place d'un mannequin à l'intérieur de ce magasin. Et il est resté plusieurs heures comme ça. Alors j'ai trouvé l'idée assez géniale d'abord, et à la fin du dispositif, il y avait des gens qui passaient dans la rue, quand ils ont vu ce mannequin se déplacer dans la boutique, moi j'étais un petit peu plus loin, j'ai vu que ça les surprenait, quoi. Voilà. Donc, si vous voulez, c'était de la créativité et le maître mot, trouver la bonne solution pour résoudre un problème, quoi. Le jour où je suis nommé à la BRI, j'arrive le lundi matin pour être installé officiellement par le préfet de police en uniforme dans la cour. Voilà. Et je n'ai pas d'uniforme. Et mon adjoint me prête son 2e uniforme de cérémonie. Sauf que mon adjoint est un peu plus mince et plus petit que moi, et donc je ne peux pas rentrer dans sa combinaison de cérémonie. Donc je me retrouve à 2 heures de mon installation à devoir rechercher un uniforme de cérémonie pour pouvoir prendre officiellement le commandement de cette unité. Alors on a réussi à trouver. Un des anciens m'a prêté une combinaison que j'ai d'ailleurs toujours. Donc c'était un petit moment on va dire, de surprise et de stress ce premier matin à la BRI. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ma remise de médaille par Broussard. Dès qu'on pouvait, on faisait une photo avec le commissaire Broussard. Pour nous, c'est la figure emblématique de la BRI. À Robert Broussard, auquel je rends toujours un hommage appuyé, parce que c'est le personnage grâce auquel je suis ici. Broussard, je le fantasmais quand j'étais petit garçon, je voyais la télé. Commissaire, vous avez préféré vous placer de dos par rapport à la caméra, vous préférez qu'on ne voit pas votre visage. Est-ce que vous avez de bonnes raisons de craindre pour votre vie réellement? Oui, parce que exactement, je suis à la fois commissaire adjoint, commissaire à la brigade anti-gang et à l'anti-commando. J'ai eu la chance de le rencontrer en fait lorsque j'ai pris mes fonctions ici, d'avoir des relations d'amitié avec lui après. Voilà, ça reste quand même une figure emblématique pour ma génération.
Alors, je pense évidemment à tous ceux qui ont mouillé leur maillot ici, à tous ceux qui ont été blessés, on pourrait en citer beaucoup, mais j'en retiens deux en particulier. François Lemoyle, je pense, vraiment le créateur, celui qui écrit au directeur pour proposer la création de la BRI. Typiquement, travaillant sur l'initiative, c'est un concept d'enquête qui est né. On ne va pas partir des faits, on va partir des individus qui déjà sont des multiréitérants et commettent régulièrement des faits graves. Eh bien, on va, au lieu de travailler et partir des faits en enquête, on va tout simplement travailler sur l'individu-là. Et cette idée, elle a été reprise dans le monde entier, dans tous les services d'investigation de France et de Navarre. Mais le premier qui y pense, c'est François Lemoyle. Donc, chapeau bas. Qui était un policier absolument exceptionnel, qui ensuite, après la BRI, a pris l'office des stupes et a dirigé l'enquête dite de la French Connection. C'est une énorme fierté d'appartenir à cette lignée. Je suis le 15e chef de la BRI et d'être un peu le dépositaire temporaire de ce qu'a créé François Lemoyle et d'appartenir à cette communauté, à cette fraternité d'hommes et de femmes qui s'engagent très fortement à lutter contre le crime organisé et le terrorisme. Disons que s'il y a deux policiers auxquels je pense particulièrement, ce n'est pas les seuls que j'ai aimé et apprécié, c'était des personnalités exceptionnelles, mais ils sont morts tous les deux. Je pense au Kid et puis à Christian Gaulle, la Légion. Voilà, c'était des gens avec qui j'ai travaillé, avec qui je suis parti en stage, avec qui j'ai procédé à des arrestations. Et aujourd'hui, ils nous manquent, forcément. Puis je citerai plus récemment un officier pour qui moi j'avais une grande admiration, qui s'appelle Patrick Vigier. Il était vraiment ce que devait être le chef de groupe idéal. Enfin, j'aimerais aussi rendre hommage à tous les collègues qui ont travaillé dans ce service pendant une soixantaine d'années, parce que c'est un lourd investissement personnel. Ce service est particulièrement attachant et j'ai rencontré des personnalités assez incroyables. Et puis je pourrais citer des dizaines d'enquêteurs qui étaient des types incroyables, d'engagement, de qualité. Enfin, voilà, j'en ai encore des trémolos dans la voix. C'était vraiment des gens tout à fait extraordinaires. Mais tous les gens qui passent à la BRI marquent l'histoire de la BRI. On est tous très différents à la BRI. La bonne idée, elle ne vient pas forcément du chef, non, elle vient de tout le monde. Il faut s'écouter, il faut se comprendre, des fois même sans se parler. Souvent sans se parler. La force de ce service, c'est sa capacité à être dehors. Quand il faut être dehors, à faire de la surveillance, de la filature, dans de bonnes conditions, d'être capable de tenir, si besoin est, des voyous, alors que ce soit des stupes, du narco ou autre, peu importe, hein, le mode de fonctionnement est toujours identique, et d'être capable de s'investir des mois sur tout ça, quoi. Moi, je pense que la BRI a un grand avenir. C'est une unité qui a vocation à continuer d'être présente au cœur des affaires qui émaillent la vie parisienne. C'est que je vois toujours la même détermination, la même flamme, le même désir, si vous voulez, de répondre présent. Je me rappelle du camion que je vois à l'entrée quand je suis jeune flicard et je me suis dit un jour, ce camion-là, c'est moi qui serai au volant. C'est juste mythique en fait. Je suis rentré dans la police avec pour but d'arriver un jour d'intégrer la BRI. Je repenserai toujours à mes premiers pas dans les marches du 36. Enfin moi en tout cas je me dis j'ai la chance de travailler ici. Pour moi arrêter les voyous en flag, c'est la cerise sur le gâteau. Il faut comprendre que moi je fais partie d'une génération qui a été baignée par les interventions de mes aînés, de Joquery, de Robert Broussard bien sûr, de Charles Pellegrini et en particulier la neutralisation de Messrine. Moi j'étais tout petit, on regardait ça à la télé, ça fait partie de l'imaginaire et je pense que ça, en tout cas pour mon cas, ça a largement poussé à créer une vocation. Et donc, par nature, quand vous rentrez dans la police, en particulier pour faire ça, aboutir à commander le service, c'est quand même génial, quoi. Donc, ouais, je pense que c'est une grande chance. Le chef de la BRI, c'est quelqu'un qui soutient ses hommes, qui les défend, qui les protège parfois. Ça, c'est très important. En fait, c'est la contrepartie à la loyauté. Hein. J'y suis toujours très attaché. Vous savez, quand j'étais patron de ce service, quand on arrive, les gens vous appellent patron. Puis au bout de quelques années, ils m'ont appelé papa. C'était mes enfants. Et je pense que c'était un peu ça. Il y avait un côté un peu paternaliste. J'étais là pour les protéger, j'étais là pour faire attention à ce que tout se passe du mieux possible. C'est pas tous les jours facile. Et mon obsession permanente, c'était que tout le monde puisse rentrer chez soi le soir. Enfin, pas tous les soirs à la même heure, c'est pas ça. Mais puisse rentrer vivant à la maison.
La Légion étrangère a comme devise Legio Patria Nostra, mais également Mori Majorum. Ça veut dire selon la coutume des anciens. Voilà. Et je pense que c'est important que les gens aujourd'hui de la BRI sachent qu'ils ont eu des prédécesseurs qui étaient aussi forts qu'eux, aussi courageux qu'eux. On conduit ce service d'un point A à un point B, chacun à son niveau, en travaillant beaucoup, avec un très gros travail d'équipe. Voilà, la fierté, elle est la nôtre quand on voit ce que ce service a été et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Moi j'aime bien le symbole de la chimère, puisqu'en fait tout le monde parle de la gargouille, je crois que c'est plutôt une chimère qui apparaît sur tous les sigles de la BRI. Parce qu'en fait cette chimère, en fait c'est une chimère de Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris veille sur Paris, et je trouve que voilà, la chimère de la BRI, elle veille aussi sur Paris, aux côtés de Notre-Dame de Paris. Je trouve que c'est vraiment une belle image. Mais si des événements importants arrivent en mettant en jeu la sécurité de nos concitoyens, la BRI sera là pour y faire face.